Bon, rebonjour, les aléas du direct. Donc, on m'a dit que mon micro avait été coupé quelques instants. Donc, je vais recommencer mon introduction où je vous remerciais de votre présence et en faisant l'hypothèse que ça ne sera pas du temps perdu pour vous d'assister à ce webinaire dont le thème, vous l'avez vu, Lean, amélioration continue. Y a-t-il de la place pour la qualité de vie au travail dans les démarches de performance opérationnelle? Ou inversement, y a-t-il de la place dans les démarches de performance pour la qualité de vie au travail? C'est ce qu'on va voir avec nos invités tout à l'heure. Ce webinaire, comme je vous le disais, s'inscrit dans la semaine de la qualité de vie au travail que l'ONAC organise tous les ans maintenant depuis une vingtaine d'années. Vous connaissez sans doute le réseau de l'ONAC que je présenterai en 2 mots. 300 salariés répartis sur le territoire français, des associations régionales dans toutes les régions de France, avec une vocation première, c'est de transférer des méthodologies de conduite du changement qui touchent le champ de la santé, de la prévention des risques, du développement des compétences, du changement organisationnel ou technologique. Cette semaine, donc, se réalise, entre autres, grâce à plusieurs partenaires, 5 partenaires qu'on tient ici à remercier, que vous pouvez avoir s'afficher ici. On va aller tout de suite au débat, au contenu, avec nos intervenants, que je remercie vivement d'avoir accepté de prendre du temps pour venir échanger entre eux et avec l'ANACT sur les questions d'amélioration continue, de Lean, de performance opérationnelle et de qualité du travail, d'engagement des salariés. Ils vont se présenter en donnant quelques mots de leur entreprise ou de leur organisation. Et puis après, on traitera de la problématique proprement dit. Sylvain? Donc Sylvain Bloch, je fais partie du groupe Albéa. Albéa qui est un groupe international, un groupe français international de 15 000 personnes, 40 sites dans le monde, 17 pays, qui est dans l'industrie, ce qu'on appelle le packaging, c'est-à-dire que mes collègues et moi-même livrons tout ce qui est l'industrie du soin, de la beauté, du parfum, dans des choses, et nous livrons des tubes, nous livrons des mascaras, des étuis pour rouge à lèvres, etc., dans le monde entier, comme je l'ai dit. Je dirige personnellement le site du Tréport en Haute-Normandie, qui est un site d'approximativement 500 personnes, et nous sommes spécialisés dans la fabrication, la conception et la fabrication de systèmes de pulvérisation, les petites pompes. Si je me permets, je plagie un ancien président de la République en disant c'est des trucs qui font pchit au-dessus des flacons, sauf qu'on en fait un peu plus d'1 milliard par an. Voilà. Vos clients? Donc, alors les clients, ce sont les noms les plus connus, L'Oréal, LVMH, donc LVMH Dior par exemple, pour les plus connus, bien d'autres, Yves Saint Laurent, etc., jusqu'à des plus petits clients à l'international, en Amérique du Sud, en Chine, etc. etc. Et l'effectif de votre usine? L'effectif, approximativement 500 personnes. Merci. Mathieu, tu veux te présenter à ton tour? Oui, bonjour à tous, je suis Mathieu Lecessard, je suis professeur à l'Université de Nantes et je dirige une petite équipe de recherche qui travaille sur les transformations des organisations et du travail. Voilà, on ne travaille que par recherche-intervention, ça veut dire qu'on fait de la recherche quand les entreprises ou les organisations publiques ou privées font appel à nous. Et donc on les accompagne beaucoup dans des chantiers d'innovation organisationnelle et d'innovation managériale. Merci. Johnny, à ton tour? Oui, donc Johnny Farr. Donc moi je suis secrétaire national à la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie, CFDT, donc rattaché à la Confédération. Et moi j'ai plus particulièrement en charge les questions du travail, donc tout ce qui traite autour du travail, que ce soit organisation du travail, qualité de vie au travail, temps de travail. Merci à toi aussi. Moi c'est Julien Pelletier, responsable de l'animation scientifique à l'ANACT. Donc pourquoi s'intéresser à la question de la qualité de vie au travail et de la performance opérationnelle? Vous le savez, ou certains d'entre nous le savent, les discours sur les outils comme le Lean sont chargés de contradictions. Pour les porteurs du Lean, c'est des modalités qui permettent la participation des salariés, d'améliorer la performance, l'engagement de chacun, de travailler collectivement. Pour d'autres, le Lean peut apparaître comme une pression sur la productivité, une augmentation des risques d'augmentation de la charge de travail. Certains parlent de pseudo-participatif. Donc, il y a une tension, en tout cas des discours ambivalents sur la question de la performance opérationnelle.
la question de la performance pour l'ANACT, en quelques mots quand même, pour dire comment nous on en traite ou comment on voit les choses. Bien évidemment, je dis bien évidemment pour nous en tout cas, on ne s'intéresse pas à la performance financière ou actionnariale ou à la performance commerciale ou même à la productivité au sens strict, au TRS ou à tous les indicateurs. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la performance au travail ou la performance dans le travail. Et pour être plus précis, on s'intéresse aux sources de la performance dans le travail. Et à nos yeux, il y a 3 sources de performance dans le travail qui sont essentiellement mobilisées aujourd'hui ou dans lesquelles les entreprises puisent. La première, c'est l'effort. Les études le démontrent depuis plusieurs décennies. Il y a une intensification du travail. Des contraintes temporelles, des objectifs, des délais de plus en plus courts, des exigences qualité, etc. Donc l'engagement, l'effort du salarié est une source de performance et les entreprises mettent l'accent là-dessus parce que c'est une source de performance. Une deuxième source de performance au travail, ce sont les compétences. Et là aussi, les entreprises ou les branches investissent massivement. Le budget de la formation professionnelle, c'est des milliards. On vient d'avoir il y a quelques mois la réforme de la formation professionnelle. Il y a des milliers de formateurs en France. La formation continue. Dans les entreprises, il y a des responsables de formation, des programmes de formation. Donc, on parle de compétences techniques, mais de compétences transversales, relationnelles, communicationnelles, de gestion d'équipe, managériale, etc. Donc, la compétence est perçue comme une source de performance pour les entreprises, d'où l'investissement massif là-dessus. Et la troisième source de performance pour les entreprises, qui est peut-être un peu plus récente que celle de l'effort et des compétences, c'est les coopérations. Pour les entreprises aujourd'hui, les gains d'efficience, les gains d'efficacité sont dans les interfaces. On parle de décloisonnement des unités, de rapprochement des unités logistiques ou supply chain avec la production, de fusion des unités, de flux d'informations entre les services. Et donc, c'est du travail en équipe, du collectif. Donc, cette idée de transversalité, elle est de plus en plus présente dans les entreprises et aux yeux des décideurs, est un vecteur premier de performance. Même une technologie comme le SAP vise à fluidifier les informations de sorte à mettre la cohérence dans la coordination et les décisions, donc de transversaliser les processus. Ou même dans les grandes entreprises étendues, les relations entre les donneurs d'ordre sous-traitants visent là encore à trouver des gains d'efficience dans les interfaces. Donc l'effort, les compétences et les coopérations sont aux yeux de l'ANACT les principales sources de performance dans le travail. Ce qui se passe dans les boîtes, c'est que la combinaison entre les trois, l'effort, la mobilisation des compétences et celle des coopérations, ça ne se fait pas naturellement, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans certains cas, on va mettre essentiellement l'accent sur l'effort au détriment de la compétence. On aura intensification du travail, surcharge de travail, stress, etc. Dans d'autres cas, on va mobiliser les compétences, mais on sait qu'en France, les compétences, l'accès à la formation, par exemple, est très inégalement réparti. Les hommes ont plus accès aux formations que les femmes, les managers que les opérateurs, les jeunes que les anciens. Donc, encore là, ce n'est pas régulé de manière toujours très fluide, ces histoires de formation et de compétences. Et puis, les coopérations, Sylvain nous en parlera peut-être tout à l'heure, le décloisonnement entre les unités, entre les territoires dans les entreprises, on parle de territoire parfois, c'est pas simple. Si, d'une part, on constate souvent que les directions ou les groupes vont inciter les entreprises à décloisonner au niveau horizontal, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un véritable décloisonnement au niveau vertical, ou non, pas une centralisation. Donc là, il y a des tensions. Donc la combinatoire entre la mobilisation de l'effort, la mobilisation des compétences et celle des coopérations, n'est pas, les entreprises peinent à les trouver. Donc c'est de cette manière-là que l'ANACT s'intéresse à l'histoire de la performance, c'est-à-dire comme au travail. Je vais maintenant passer, après cette introduction brève, à mes invités. Le premier, à Sylvain, directeur du site Albéa. Albéa appartient à un groupe international, disait Sylvain tout à l'heure. Évidemment, un groupe international comme celui-là, 15 000 salariés, nous disait-il, a des exigences de retour sur investissement significatives. En tout cas, j'en fais l'hypothèse. Ce n'est pas une hypothèse surréaliste. Elle n'est pas fausse. Et je crois aussi que les salariés attendent un retour aussi de leur investissement, j'imagine. Et puis, les clients aussi, ils ont leurs propres exigences. Donc, comment un directeur de site arrive à combiner des exigences qui ne sont peut-être pas toujours convergentes? Sylvain. Alors, d'abord, ces exigences, moi j'ai le privilège de travailler dans l'industrie, exclusivement dans l'industrie depuis le milieu des années 80, avec peut-être un petit peu de recul. Elles ne sont pas nouvelles en soi. Que ça soit l'exigence des clients,
l'exigence des salariés, l'exigence de groupes ou d'actionnaires, voire des pouvoirs publics, des institutionnels. Je les ai toujours connus. Ce qui me semble aujourd'hui nouveau, c'est finalement l'intensité avec laquelle elle se manifeste, la vitesse à laquelle elle se manifeste, et je dirais le enchevêtrement. Non pas qu'elles étaient complètement séparées il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, mais aujourd'hui elles sont complètement imbriquées. Ce qui fait qu'on gère beaucoup de la complexité en permanence. Et on est toujours, j'ai noté cette expression, un peu sur le fil en gérant cette complexité. Donc comment est-ce qu'on fait? On gère, on organise sous contrainte des injonctions contradictoires, on va dire. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire? Il faut bien sûr gérer la performance. Tu l'as rappelé, il y a une attente d'un retour sur investissement, d'un retour de résultat. Il faut gérer des complexités, des priorités, et puis des interactions entre justement les différents acteurs, si on veut éviter le cloisonnement que tu as déjà évoqué. Donc il faut une bonne partie de l'activité, c'est s'occuper de gérer la relation avec ces différents acteurs, de les écouter, de les mettre en relation, d'émettre des priorités. Je crois qu'il y a un rapport important au temps, c'est de donner le rythme, donner le tempo. Et puis, quelque chose qui me semble important, c'est d'animer au sens presque initial du terme, c'est-à-dire de donner une âme. J'ai noté, Mathieu, dans votre livre, que vous parliez de dévitalisation du travail. Je crois que c'est quelque chose qu'on a à des niveaux divers tous constatés. C'est d'essayer de redonner une image, c'est pas qu'une image, une présence. Ce qui veut dire aussi, parallèlement au rapport au temps, je crois qu'il y a un rapport à l'espace. Moi, j'ai la chance de diriger un site qui n'est, entre guillemets, que de 500 personnes, dont je peux encore faire le tour au moins une fois dans la journée, et voir les gens, leur parler, ne serait-ce que quelques instants, me semble extrêmement important. Amener de la relation, amener de la reconnaissance, tout simplement par rapport au fait de dire « vous êtes là et je sais que vous êtes là ». Donc ça, c'est quelque chose qui me semble peut-être anecdotique, mais qui est fondamental, parce qu'un des maîtres mots dans tout ce mouvement-là, et on y reviendra certainement par la suite, c'est de donner ou de redonner de la confiance dans nos organisations. Tu parlais de la mise en mouvement, des efforts, on demande de l'effort, de l'engagement. La question centrale qui va se poser, c'est de l'effort et de l'engagement, finalement. Pourquoi? Pour aller où? Et on le sait, toutes les études le montrent, il y a cette dévitalisation et puis ce désengagement des acteurs, des salariés, pour ce que je connais, qui témoigne, je pense, d'une perte de confiance dans nos organisations, dans nos entreprises, parce qu'il y a eu tout ce passé, il y a eu toutes ces histoires qu'on voit régulièrement à la une de la presse, ces plans sociaux, etc., qui fait que progressivement, plus tout le mouvement qu'on voit bien sûr dans la société, il y a un retrait. Et la vie n'est plus au travail, n'est plus en tout cas principalement au travail, même si on y passe beaucoup de temps, elle est à l'extérieur. Donc notre travail pour tenter, si je puis dire, notre travail pour tenter de redonner, je ne sais pas si l'expression redonner du sens va bien, parce qu'elle est un peu théorique. Redonner du sens, c'est pas des discours. On dit souvent redonner du sens, c'est pas simplement mettre des slogans, parce que les gens n'y croient peu, voire plus du tout. C'est vraiment d'être capable d'amener des actes, et on parlera tout à l'heure, j'amène la notion tout de suite du Lean. Le Lean, c'est du management en acte. C'est du management sur le terrain. C'est d'amener aux gens des solutions pour les problèmes qui les concernent directement sur le terrain. Et c'est au travers de ça, en le construisant avec les personnes, qu'on peut arriver à redonner confiance. Et comme on le disait tout à l'heure, indépendamment bien sûr de la compétence, d'amener plus d'engagement, qui est quelque chose d'essentiel si on veut réussir à combiner toutes ces contraintes multiples. Merci Sylvain. Johnny, à la CFDT, donc Sylvain parlait d'exigences nouvelles, une forme d'intensification des exigences, vitesse et enchevêtrement, complexité. Le secteur de la métallurgie dans lequel tu travailles a vécu depuis quelques décennies déjà des réorganisations, des restructurations, des réductions massives d'emplois. Donc, tu as été affronté sur le terrain et dans ton activité de militant syndical à ces exigences nouvelles et très, très fortes. Comment tu réagis au propos de Sylvain et comment cette question-là, comment celle de Sylvain parlait d'écouter, de faire participer, ou la question de la confiance,
comment est-ce qu'un syndicat comme la CFDT peut travailler dans la confiance dans un contexte de restructuration quasi permanente depuis 30 ans? Juste avant de répondre, les internautes, vous pouvez, si vous le souhaitez, envoyer des questions et puis on y répondra si on a le temps et si c'est approprié, si on le juge opportun. Merci. N'hésitez pas. Johnny, pardon, vas-y. Oui, alors c'est vrai que dans le contexte de mondialisation et de globalisation auquel on est confronté, la question de l'emploi en fait surdomine celle du travail. Et puis dans les entreprises avec des grosses, enfin là, surtout dans la métallurgie, on est quand même concerné par énormément aussi de grosses entreprises multinationales où finalement la question de la rentabilité, donc là la performance financière a un enjeu important. Et que ça soit les élus ou les salariés face à ces problématiques-là, on va avoir tendance beaucoup à se concentrer en fait sur ceux qui vont perdre leur emploi et donc de ce que ça va produire derrière. Mais on oublie trop souvent de penser à ceux qui restent, comment l'organisation du travail va se faire, comment le travail va continuer de se faire avec peut-être autant, voire plus de travail avec moins de monde. Et ça, on n'y pense qu'après coup, parce que finalement, c'est d'abord une question de rentabilité. Moi, j'ai particulièrement travaillé aussi j'ai fait toute ma carrière avant d'être à la fédération dans le secteur automobile, chez un sous-traitant. On avait ces questions d'exigence, surtout avec la crise du secteur automobile. Une des réponses qui peut être apportée, c'est tout ce qui est accord dit de compétitivité, où là, on va plutôt être sur de la performance commerciale, marchande, avec l'objectif, c'est de récupérer des parts de marché, d'éviter des pertes d'emploi. Ça, c'est une première réponse, mais derrière, ça entraîne forcément la question de la productivité. Donc là, quand je parle de productivité, c'est plutôt celle entendue sous l'angle de la performance humaine, enfin en tous les cas physique. Et c'est là que le lean, je vais dire, est souvent incriminé et mal perçu, tant par les représentants du personnel que par les salariés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je le disais, les questions de l'emploi surdominant depuis plusieurs décennies, en fait, on a cette productivité est axée sur l'emploi et donc les coûts salariaux. Et finalement, nous, en tous les cas, notre analyse qu'on a à la fédération, parce qu'on a commencé des travaux, la fédération a commencé des travaux depuis déjà plusieurs années, pas loin d'une décennie sur ces questions-là. Finalement, ce qu'on se dit, c'est que le lean est peut-être incriminé à tort, parce que de la façon que c'est vécu par les salariés ou les représentants du personnel, finalement, c'est pas le lean en lui-même, c'est dans son application philosophique, mais c'est plutôt l'utilisation d'outils du lean qui permettent d'optimiser les temps, faire la chasse au temps mort, faire de la productivité, coût, prix. Et finalement, tout ça, ça laisse les questions du travail de côté, et parfois même, ça se fait. On le vit aussi des fois suite à des différentes restructurations. Ça peut avoir même des effets négatifs finalement sur la notion de qualité de produit ou de service. Et ça nous semble important d'arriver à mettre tout ça. Et donc la notion du travail, le fait de ce que je disais tout à l'heure, de se retrouver à faire autant, voire plus avec moins de monde, mais sans avoir forcément réfléchi à avant comment on allait faire en associant les ensembles du personnel, l'ensemble des représentants du personnel, mais simplement guidé par, il faut faire des économies coûts, et puis on réfléchit derrière. Finalement, ce qu'on constate, c'est que ça a aussi des répercussions négatives sur la performance globale des entreprises, avec des compétitions. Alors qu'on parle de coopération, finalement, ça peut entraîner de la compétition à l'excès, parce qu'il faut arriver à sauvegarder sa place, tout simplement. Ça peut avoir aussi ça a des effets sur la surperformance individuelle, et ce qui engendre du stress et des risques psychosociaux. Et nous, notre vision, c'est que finalement, c'est d'ailleurs appuyé par des études européennes depuis déjà plusieurs années, c'est que la participation des salariés à l'activité de leur travail, à l'organisation du travail, ça a un effet de prévention sur ces problématiques.
Voilà, nous on se dit qu'il y a vraiment, il y a vraiment l'enjeu de pouvoir impliquer les salariés, les représentants du personnel le plus en amont possible. Merci Johnny. Mathieu, comment la recherche... Est-ce que la recherche traite des questions de performance opérationnelle? Je ne parle pas de la recherche des ingénieurs sur les outils. Est-ce que des questions comme le lean, est-ce que c'est laissé aux consultants ou les chercheurs s'intéressent à cette question-là de manière un peu concrète? Excuse ma question un peu provocatrice. Non, mais c'est très bien. C'est une manière générale, c'est la recherche en gestion, c'est une recherche en sciences sociales, donc elle ne s'intéresse qu'à des choses concrètes et pas du tout philosophiques. On laisse aux philosophes, c'est très important, mais le monde des concepts, c'est pas le nôtre avant tout. Notre monde, c'est celui des entreprises, des endroits où on travaille, de l'endroit où on gère, où on manage. Bon. Et donc, on va voir tout ça. Donc, évidemment, le lean n'a pas pu échapper à nos radars, et il y a beaucoup de recherches sur le lean. On entrait, je crois que c'est tout à fait juste, on entrait dans le lean par la question de la performance. Et je crois que c'est très rassurant entre ce qu'a dit Sylvain et ce qu'a dit Johnny. On est parfaitement raccord avec la recherche en gestion et la recherche en management. On dit la même chose, tous les chercheurs, ce qui me rassure d'ailleurs, parce qu'on n'est pas très loin finalement du terrain. Parce que si je reprends ce qu'ont dit Johnny et Sylvain, il y a quelque chose qui apparaît sur la question de la performance qui est très délicat, c'est que le mot performance au singulier, ça n'existe pas, quoi. C'est une stupidité de parler de performance sans S dans les entreprises. Voilà. La grande difficulté, en même temps la grande beauté de la gestion des entreprises, c'est que la performance a forcément un S. Il y a différents axes, évidemment, qui participent de la performance. Sylvain y est bien revenu tout à l'heure, hein, bien sûr. Une entreprise, elle doit, à un moment ou à un autre, il faudra discuter de ce moment et discuter de la proportion, mais elle doit être rentable et profitable. Bien entendu, bien entendu. Mais une entreprise, elle doit aussi servir un client et produire de la valeur pour ce client. Et on voit déjà là qu'il y a un peu de tension. Hein. Il arrive bien sûr que profitabilité et création de valeur pour le client puissent s'opposer, bien sûr. Mais d'une même manière qu'une entreprise doit créer du profit, une entreprise, si elle n'a pas de clients, eh bien, effectivement, elle ne fonctionne pas. Et puis une entreprise, elle fonctionne parce qu'elle a des salariés qui travaillent efficacement. Et tu l'as rappelé, Julien, tout à l'heure, il y a aussi un objectif de performance sociale, là, qui est très important, hein, de développement des compétences, d'apprentissage, de maintien des savoir-faire, etc. Donc il y a une performance sociale aussi à prendre en ligne de compte. Et puis il y a probablement des ingénieurs qui nous écoutent, et nos ingénieurs, ils ont aussi une performance, vraiment une efficience productive, une efficience industrielle qu'on peut exprimer en termes de robustesse, maîtrise des process, en termes de productivité, etc. Et donc la performance, c'est pas l'un ou l'autre. La performance, c'est nécessairement tout ça à la fois. Hein. Donc la performance, c'est avec un S, ce sont différentes dimensions de la performance et dont on voit bien qu'elles sont en tension. On ne fait pas toutes les formes de performance à la fois. Il y a des moments où on se focalise sur une parce qu'on a jugé que c'était le moment, qu'elle était plus importante, tout en sachant que d'ici 6 mois, on la changera parce qu'il faudra revenir sur les compétences. Et puis d'ici 1 an, c'est la transformation des attentes des clients qui nous mobilisera. Et puis il faudra se transformer. Et puis il faudra même peut-être accepter d'investir et de lever le pied sur la profitabilité pour pouvoir produire un nouveau type de valeur pour les clients, etc. Donc elle est en tension et c'est tout l'art du management que de savoir dire pour aujourd'hui, maintenant, lesquels faut-il prioriser? C'est-à-dire comment je règle le curseur. Et à partir de là, je crois que ça pose un enjeu très fort pour le lean. Hein. C'est qu'un enjeu de management, et je crois que Sylvain l'a dit tout à l'heure, un enjeu très fort du management aujourd'hui, c'est d'être capable d'organiser le dialogue entre ces différentes dimensions de la performance et entre les différents porteurs de ces différentes dimensions de la performance, de manière à inspecter ce qui est nécessaire pour aujourd'hui, ce qui est important pour aujourd'hui. Et je crois que le lean, pour le dire de façon très générale, pour commencer la discussion, soit il est un dispositif global de management qui permet justement de soutenir ce dialogue permanent au carrefour des différentes dimensions de la performance. Et je crois que le lean peut être ça. Et juste un dernier mot, soit il est à l'inverse, une batterie d'outils qui représente une seule dimension de la performance et qui écrase le débat sur justement les différentes formes de performance. Et par exemple, il est une série d'outils qui ne porterait que l'objectif de la performance coût ou de la performance rentabilité, ce qui est possible aussi. Hein. Et dans ce cas-là, il clôt le débat et il appauvrit terriblement la conception que l'on peut avoir de la performance dans l'entreprise. Et je crois qu'il y a ces deux possibilités. Si oui, Sylvain, bien sûr. Effectivement, la mauvaise réputation que peut avoir le lean, pourquoi Johnny l'a dit tout à l'heure, Mathieu le redit, il y a les bases du lean, mais il y a la façon dont ça peut être appliqué. Il n'y a pas une seule façon, il y a quelques principes de base, mais il n'y a pas que des outils. Et puis il y a les conséquences. Et selon la façon dont on l'applique, selon l'esprit ou l'état d'esprit avec lequel on l'applique, évidemment, ça peut donner des résultats. Et comme Mathieu le disait, ça peut donner une seule performance. Donc le lean, encore une fois, ça n'est pas qu'un seul outil, ce ne sont pas que des conséquences. On voit souvent les conséquences, on voit les outils. Je pense que derrière l'organisation, derrière les outils, c'est une culture, un état d'esprit, et c'est une organisation
ce que favorise normalement le Lean, s'il est bien appliqué, c'est une organisation apprenante, une organisation qui aide les différents acteurs dans l'optique de décloisonnement aussi, à apprendre, à régler sur le terrain directement leurs problèmes. Ce faisant, qu'est-ce qui va se passer? On va générer de l'efficacité, de l'efficience, et on va générer aussi de la satisfaction. Et quelque part, ça c'est vos études, enfin, je pense qu'ils le montrent d'une manière générale, la qualité de vie au travail, c'est pas simplement de mettre des tables sur un gazon pour permettre aux salariés de... C'est bien, mais la qualité de vie au travail, et c'est ce que j'ai appris quand on a commencé à collaborer avec l'ANACT, c'est aussi la capacité qu'ont, à un certain niveau, les salariés, les acteurs, d'intervenir directement sur leur organisation. Évidemment, dans un cadre, un premier cadre, on ne peut pas partir à l'aventure n'importe comment, il faut quelques principes, mais d'être capable de donner un certain moment entre le travail prescrit, le standard, la norme qui vient de complètement de l'extérieur, et puis l'autonomie totale. Il faut trouver la façon de déplacer le curseur pour que les acteurs, les salariés eux-mêmes, puissent travailler à leur organisation, à la façon dont ils vont mettre en œuvre ces grands principes, dans l'optique de quoi? De satisfaction du client. On retrouve les grands principes qu'on voit à peu près partout dans tous les bouquins de management. Satisfaction du client, amélioration de la rentabilité, etc., etc. Mais il faut remettre complètement, et ça c'est une vraie difficulté dans notre état d'esprit, il faut remettre complètement les salariés au cœur de ça. J'ai bien aimé ce que Johnny disait tout à l'heure en disant c'est vrai que bien souvent on voit, et nos organisations nous conditionnent bien pour ça, le travail en tant que coût, et exclusivement que coût. Et on est en permanence sollicité par ça, en disant comment vous allez rendre ça plus efficient, comment vous allez optimiser vos coûts, sans effectivement regarder en amont, se dire, mais il y a aussi une richesse. Et ça, c'est une première contradiction. On a besoin de cet engagement, on a besoin de l'engagement des salariés, mais on les considère aussi comme un vecteur de coût. Ça, c'est une vraie difficulté. Johnny, vous voulez réagir? Oui, par rapport aux réactions, là, c'est vrai que bon, c'est des problématiques aussi comptables. Hein. Les salariés sont dans des coûts. D'ailleurs, ça devrait faire aussi réfléchir à un autre débat autre qu'ici, mais c'est la place des salariés dans la comptabilité. Hein. Coût ou valeur, un large débat. Mais ça pose aussi la question, je pense, quand on parlait tout à l'heure de sens au travail, d'implication dans le travail, c'est aussi... pour ça, il faut être en confiance. Et c'est vrai que d'impliquer les salariés, ça crée de la confiance, à condition que ça soit produit d'effets, et pas que des effets sur la chasse au coût et l'intensification du travail. Parce que sinon, dans ce cas-là, on se retrouve à l'inverse, avec plutôt du désengagement ou de la surperformance pour d'autres. Et ce qui fait que finalement, ça ne produit pas suffisamment d'effets. Mais je pense aussi que ça vient réinterroger... ça doit aussi venir réinterroger la pratique du dialogue social. Je pense que le CSE, même si ce n'est pas quelque chose sur lequel on était demandeur, il y a l'occasion peut-être d'en faire une opportunité, de pouvoir remettre le travail au niveau des questions du travail, au niveau des questions de l'emploi, et puis de traiter davantage de choses au plus près du terrain et pas être trop institutionnalisé. Est-ce que tu as des exemples de réussite ou en tout cas de progrès, des exemples concrets qui illustrent ce que tu viens de dire? La fédération a lancé des expérimentations depuis quelques années, donc effectivement on a des exemples d'endroits, d'entreprises où au lieu d'avoir des réunions de délégués du personnel avec X et X et X questions, où finalement il y a des espaces de dialogue sur la qualité du travail et d'expression des salariés qui se sont organisés. Ça s'est quelque part un petit peu aussi institutionnalisé, mais institutionnalisé au plus proche du terrain avec les acteurs qui font. Et ça, finalement, ça crée des résultats. Et puis, dans les institutions du personnel, on se retrouve à traiter plutôt des grands sujets globaux ou transversaux à l'entreprise, transversales à l'entreprise, et qui nécessitent des arbitrages au plus haut niveau de l'entreprise. Mais en tous les cas, ça permet de donner davantage de pouvoir d'agir au plus près des réalités.
Merci. Il y a quelques questions là, qui apparaissent sur l'histoire. À Sylvain, peut-être parce que... Oui. Ben, il a parlé de son ancienneté. Oui, ben, hein, les cercles de qualité, les lois Roux. Voilà. Est-ce que le Lean, c'est un retour vers le total quality management? Et puis après, est-ce que le Lean, c'est une transposition du taylorisme de façon moderne? Et puis après, je crois qu'on peut ramasser les questions. L'approche agile, qui est issue du Lean, ça pas une approche plus humaine pour gommer la mauvaise image du Lean. Est-ce que Sylvain, en voyant ces questions-là, sans nécessairement y répondre spécifiquement, mais en ayant ça en tête, puis en ayant en tête ce que tu disais au début dans ton premier propos, en disant que les exigences sont nouvelles. Tu as utilisé 3 termes, intensité, vitesse et enchevêtrement, mais sans vraiment caractériser les choses. Qu'est-ce qui fait que c'est plus intense qu'avant? Qu'est-ce qui fait que ça va plus vite? Qu'est-ce que tu pourrais l'illustrer? Est-ce que agile, pour toi, c'est du copier-coller? Est-ce que c'est du néo-taylorisme? C'est des grands mots, ça veut dire des grands mots. Des mots valises plutôt, qui sont un peu gênants parfois, un peu compliqués à manipuler. Je n'ai pas forcément la réponse à la troisième question sur le taylorisme. Par contre, qu'est-ce qui fait l'intensité et la vitesse? Je crois qu'il y a un premier maître mot, on parle d'agilité, on parle de réduction des délais, et ça, c'est une vraie réalité. C'est une vraie réalité. J'ai connu, puisque moi j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans les équipementiers automobiles, avec le passage en flux synchrone, avec des temps de réaction extrêmement courts. L'industrie du packaging est en train de connaître cette révolution. On avait des délais qui pouvaient dépasser plusieurs semaines, 10, 12, 14 semaines. Aujourd'hui, nos clients principaux, et les plus petits également, nous demandent des réductions de délais drastiques. C'est-à-dire on doit passer de quelques 10 à 12 semaines à 2 semaines. Demain, on livrera peut-être à la semaine. Mais ça, c'est la logique du Lean, ça, de toujours réduire les délais. Vous dites tous le trois, il peut y avoir du bon Lean, et là, tu me dis, on est en train à la philosophie du Lean de réduction de délai. Oui, mais c'est l'intensité. Je réponds à la question sur l'intensité. C'est ça qui fait une des différences importantes par rapport à ce que j'ai pu connaître. Même s'il existait des contraintes de délai, elles n'étaient pas aussi, je pense, elles n'étaient pas aussi serrées. Et ça, c'est un facteur extrêmement important. Et les clients ont des exigences colossales là-dessus. Alors après, les cercles de qualité, l'expression des salariés, loi Roux, peut-être qu'une différence, me semble-t-il, entre ces tentatives et ce qu'on appelle le Lean aujourd'hui, c'est que c'était beaucoup en salle. Le cercle de qualité faisait des actions concrètes, mais beaucoup dans le domaine de la TQM, Total Quality Management, essentiellement sur la qualité. Les lois Roux, c'était bien, mais c'était de l'expression un petit peu générale. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est de répondre aux préoccupations à partir des problématiques du terrain. Et les cercles de qualité étaient vraiment un exercice un petit peu... je ne veux pas dire théorique, il y avait des applications pratiques, on traitait des problèmes pratiques, mais beaucoup, ça obéissait à un certain nombre de règles, il y avait de la méthodologie, c'était beaucoup en salle. Là, je crois qu'un point important du Lean, tel qu'on essaye de le pratiquer, c'est comment on répond aux questions, et aux problématiques d'ailleurs, sur le terrain le plus vite possible. Alors, voilà une des différences en tout cas que je vois par rapport à une grande organisation, on convoque plusieurs personnes, on met des plannings de réunion. Là, c'est au quotidien. C'est vraiment ça la démarche, au quotidien. Surtout comment on amène les salariés, les acteurs, à apprendre à résoudre ces problèmes. Les cercles de qualité, il y avait un animateur, qui était bien souvent quelqu'un ou d'un service qualité ou de quelqu'un dédié à ça, qui avait été formé à des méthodologies. Bien sûr qu'il faut des passeurs, bien sûr qu'il faut des gens qui apprennent ces méthodologies, mais en particulier par exemple dans ce qu'on a fait avec l'ANACT, on voit que les salariés eux-mêmes dans les groupes de travail ont la capacité de créer, d'inventer des choses, et pas simplement d'appliquer des méthodologies. Mathieu? Oui, je crois que ce que je peux peut-être vous partager, moi j'ai été très frappé par ce que disait Sylvain tout à l'heure, sur l'idée que le Lean, c'est avant tout un état d'esprit. Et si je dois synthétiser les observations que l'on a faites avec les collègues de mon laboratoire, parce qu'on est allé observer évidemment des entreprises qui fonctionnent au Lean, peut-être pour vous partager une typologie très simple, c'est-à-dire que c'est très difficile de parler de Lean en toute généralité. Je crois qu'on ne sait pas exactement ce que c'est que Lean. Le Lean, il y a quelques principes, quelques grands livres, ceux de Taichi Ohno, etc. Bon. Mais quand on va regarder dans les entreprises, ça s'appelle Lean des choses très différentes. Et je crois que nous, on a repéré effectivement 2 grands types d'applications du Lean. Il y a le Lean état d'esprit, je vais y revenir. Il y a un autre Lean, nous avons eu aussi beaucoup de ce qu'on appelle nous du Lean outil.
Et là, ce sont des choses vraiment très classiques. Ça peut ressembler aux vieux outils d'optimisation du taylorisme, hein. Le lean outil, c'est j'ai des outils, ils me viennent effectivement, grosso modo, des outils japonais revisités par les Américains. Ces outils s'appellent RACI, QQ, QCP, diagramme en arête de poisson et tout ce que vous pouvez. Ils vont me permettre de faire de l'optimisation des process et de mesurer des gains obtenus à court terme. Voilà. C'est pas inintéressant, mais ça me semble pas très novateur et ça me semble poser beaucoup de problèmes parce qu'effectivement, ça privilégie, me semble-t-il, une et une seule dimension de la performance. Voilà. Ça, c'est le lean outil. De ce point de vue-là, en tant que spécialiste de management, je ne saute pas de joie. Enfin, je trouve ça ni révolutionnaire, ni particulièrement intéressant parce que justement, je crois que tout le génie du management, c'est dans la gestion des tensions et pas dans l'écrasement des tensions de la performance par une seule. Et puis, il y a un autre lean, qui est celui qu'évoquait Sylvain tout à l'heure, qui me semble beaucoup plus intéressant, qui est ce lean état d'esprit, ce lean qui n'est pas un lean outil, qui est un lean que j'appellerais moi plutôt, avec mes collègues de Nantes, un lean système de management, et voilà, culture, etc. Reste à qualifier cette culture ou cet état d'esprit. Et je crois que nos travaux montrent que ce qui qualifie ce second lean, c'est avant tout, et je crois que Taishi Ohno n'avait cessé de le dire dans tous ses livres, hein, c'est avant tout une attention au terrain et au travail. Voilà. Avec cette conviction très japonaise que l'on oublie souvent parce qu'on retient que les outils quand on a lu vite fait leurs ouvrages, avec cette conviction très japonaise que le travail au sens des opérations concrètes, la façon dont on produit les biens et les services tous les jours, doit susciter une attention tout à fait particulière du management parce que c'est ce travail, c'est dans ce travail qui sert de réceptacle finalement à toutes les tensions finalement des différentes dimensions de la performance. Absolument. Et que chacun dans l'entreprise, qu'il soit RH, qu'il soit contrôleur de gestion, qu'il soit ingénieur en prod, qu'il soit ingénieur sécurité, qu'il soit financier, etc., depuis son bureau, il n'aperçoit qu'une des dimensions de la performance. Et c'est toujours simple, ça. Mais dans le travail, les équipes opérationnelles et leur management, elles s'affrontent aux injonctions, aux tensions, aux contradictions très normales par ailleurs, hein, mais de l'ensemble de ces dimensions. Et par conséquent, je crois que le génie du management japonais et le génie possible du lean, à condition qu'il soit mis en place dans cette deuxième perspective, c'est effectivement de créer les dispositifs de management qui permettent cette attention constante aux équipes, au travail, aux opérations, que l'on met vraiment au cœur de l'entreprise, et à partir desquelles on peut effectivement interroger les modes d'organisation, la question de la performance, la priorisation des actions, etc. Et dans ce cas-là, on voit bien qu'on ne fait pas tout à fait la même chose, parce que autant le premier lean, le lean outil, il va retenir surtout les outils du lean, RACI, QQ, QCP, etc. Vous en connaissez beaucoup d'autres encore mieux que moi. Tandis que le lean état d'esprit ou culture ou système de management dont on parlait tout à l'heure avec Sylvain, c'est un lean qui très souvent va être beaucoup plus attentif au dispositif de management. C'est-à-dire où sont les lieux dans lesquels les équipes se saisissent des problèmes. Ils le font toutes les semaines, ils le font tous les mois, ça dure combien de temps, etc. Comment ces lieux sont-ils reliés avec d'autres lieux de l'organisation qui vont pouvoir s'en saisir, qui vont pouvoir transformer l'organisation au gré effectivement de ce qui naît dans ces discussions locales, etc., etc. Et pour être tout à fait franc avec vous, ce second lean, ce lean état d'esprit, culture ou système de management, celui-là, je le trouve très intéressant et il fait bien sûr un clin d'œil à une des questions de nos auditeurs autour de la subsidiarité. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. J'ai vu là. Voilà. Et pour ajouter, la différence entre ces deux approches, c'est la pérennité. C'est-à-dire que dans un cas, on enseigne des outils avec du résultat à court terme, c'est indéniable. Ouais. Mais qu'est-ce qui peut en rester en termes d'évolution, d'apprentissage de l'organisation ? La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus du tout de cercle de qualité. Preuve en est. Enfin, c'est un élément. Alors que le lean tel que Mathieu vient de le décrire, auquel je crois profondément, je pense que ça introduit un comportement, ça introduit une culture, véritablement une culture. Ça doit impliquer un changement de culture managériale et un changement aussi de comportement autour du travail au quotidien. Et là, moi, je suis personnellement convaincu que ça s'ancre beaucoup plus dans la durée, parce que les acteurs, en apprenant cette façon de faire, sont eux-mêmes capables de faire évoluer leur organisation, et donc de poursuivre ce cheminement. Johnny, tu voulais réagir ? Oui, parce que enfin, nous, notre organisation est complètement en phase, et nos travaux aussi avec tous les échanges qu'on a là, parce que on a un groupe ressources QVT au niveau de la fédération, et dont on a soutenu aussi l'écriture d'un ouvrage qui s'appelle Démocratiser le travail, un nouveau regard sur le lean management, où on met tout ce qu'on vient de dire justement en relief, et c'est ce qui nous permet dans l'organisation aussi, nous internes, de faire changer un petit peu la vision des choses, en se disant voilà, il y a ce qu'on en constate aujourd'hui, ce sont les outils, mais il y a d'autres façons de faire, et finalement on pense qu'il y a
il peut y avoir des liens avec nous, on porte aussi le principe de subsidiarité et de fédéralisme, etc., dans notre type de syndicalisme, avec les questions d'émancipation. Donc il y a des choses qui se rejoignent, qui peuvent converger et qui peuvent faire évoluer, ou en tous les cas tendre à avoir un dialogue social de meilleure qualité, même si c'est aussi plus exigeant. Mais derrière ça, c'est... Oui, le Lean, il ne faut pas que ce soit simplement des outils qui viennent se mettre en plus, mais que ce soit bien une démarche de l'entreprise, qui soit une culture, qui soit partagée. Tout comme, à mon avis, la QVT, ça ne doit pas être non plus une négociation de plus qui doit venir se mettre en plus, mais bien une démarche. Et c'est comment on peut lier ces deux choses-là et faire en sorte que, c'est ce que Mathieu disait tout à l'heure, hein, on parle d'une situation, d'un état des lieux de l'entreprise, voilà les problématiques, on est sous cet angle-là, dans ce temps-là, on s'essaye, on expérimente, nous on porte beaucoup sur les expérimentations et on pense que l'obligation de négocier sur la QVT, ça ne doit pas se porter justement sur des choses cosmétiques et très périphériques au travail, mais bien porter sur les questions du travail, en se laissant la possibilité d'expérimenter. Et on a fait un observatoire, nous, fédéral, de la négociation collective en décembre 2018, où on a analysé en fait 24 accords nationaux d'entreprises de la métallurgie. Ça représentait environ 450 établissements et 380 000 salariés. Finalement, c'est ce que tu disais Julien tout à l'heure, hein, tout ce qui est formation professionnelle, c'est énormément traité dans les accords qu'on a vus. Les questions de santé au travail, c'est des choses qui sont récurrentes avec des obligations, donc c'est traité. Mais les parents pauvres dans ces accords, en tous les cas cette première génération d'accords, ça va être tout ce qui est contenu du travail, alors ce qui nous semble nous l'essentiel, et puis partage et création de valeur. Et là, ça semble vraiment important. Et finalement, entre ces négociations et puis les représentants du personnel qui vont être impliqués, pouvoir créer des espaces de dialogue sur la qualité du travail où on va expérimenter en même temps la négociation des accords, être impliqué sur les grands projets dans l'entreprise, ça va avoir une importance. Et puis que les salariés, eux, soient impliqués au quotidien dans leur activité quotidienne pour l'amélioration continue, finalement, ça fait un lien entre une articulation entre la démocratie représentative et la démocratie participative dans l'entreprise. Merci Diony. En faisant lien avec ce que tu viens de dire et deux questions qui sont apparues, donc tu parles de démocratie représentative des participations des salariés, démocratie participative. Il y avait une question sur la subsidiarité et puis une question aussi sur l'autonomie des salariés. Hein. La ligne induit une réduction drastique des temps. On est donc sur un principe d'optimisation. Est-ce que l'autonomie des salariés? Donc sur la subsidiarité, comme le dit très bien Mathieu dans son dernier bouquin, la subsidiarité, c'est la délégation à l'envers. C'est à partir de la base qui dit ça, je ne sais pas faire, donc je demande au chef et non pas la délégation habituelle qu'on peut trouver peut-être dans les méthodes classiques de management. Sylvain, est-ce que ces mots-là, la délégation à l'envers, l'autonomie des salariés, avec ce que disent les gens qui posent des questions, réduction, ce dont tu parlais tout à l'heure, réactivité, réduction des délais, qualité, etc., comment tu arrives à marier ça, toi, sur le plancher des vaches, sur le terrain? Est-ce que tes opérateurs sont plus autonomes qu'il y a 3 ans ou moins autonomes? Alors, on va prendre un exemple concret. Je réagis à la dernière question sur le fait comment le Lean peut-il être favorable à une amélioration d'autonomie alors que ça vise une réduction drastique des temps perdus, des temps superflus. D'exemple concret, on travaille avec une méthodologie qui vient du Lean, peu importe laquelle, sur une machine qui nous pose un certain nombre de problèmes depuis plusieurs mois, avec une insatisfaction du point de vue de l'entreprise, du management, des performances mauvaises, donc des coûts de non-qualité, des problèmes de délai, mais aussi une insatisfaction complète des salariés, qui, on a dû faire des rotations plus importantes sur cette machine-là. Les gens sont vraiment confrontés à des problématiques c'est même pas quotidienne, c'est toutes les heures, il se passe quelque chose sur cette machine-là, tous les jours, il y a un aléa, etc. Donc on a décidé de prendre le taureau par les cornes, de créer un groupe de travail, une task force, incorporant des techniciens, des spécialistes, mais aussi incorporant les gens du terrain, pour travailler sur cette machine. Bon, ça a pris du temps,
Et aujourd'hui, on en arrive au fait qu'un salarié qui dans une réunion que je mène 2 fois par an avec les salariés, avec carrément péter un câble, comme on dit, il était parti en live parce qu'il n'en pouvait plus de cette machine. Aujourd'hui, en discutant avec lui, il dit « c'est bien, on a retrouvé ». Alors, il n'a pas employé le mot parce ça n'était pas, c'est pas un mot comme ça qu'il employait. Mais moi, je le traduis par « il a retrouvé une certaine qualité de vie ». Et ce faisant, au lieu d'être l'esclave permanent de cette machine où il doit toutes les 2 minutes, parce que c'en était là, voire moins, régler un dysfonctionnement de la machine, donc il était l'esclave de cette machine, aujourd'hui, au travers de ce qu'on a fait, il a pu prendre du recul. Alors c'est un exemple micro, je crois que ça répond parfaitement à la question de dire, oui, en travaillant, pas n'importe comment, pas dans n'importe quel but, mais oui, en travaillant sur les déperditions, je suis convaincu qu'on arrive à libérer du temps, effectivement. Alors oui, il y aura un aspect rétribution d'entreprise, c'est qu'est-ce qu'on peut améliorer, c'est évident, je crois qu'une entreprise, elle est faite aussi pour ça, mais aussi, on doit pouvoir, après, question de répartition, pas simplement financière d'ailleurs, répartition du temps, comment on peut utiliser cet espace-là. Et là, aujourd'hui, c'est peut-être là qu'on est encore un peu les plus frileux. Sylvain, pardon, Johnny, rapidement. Oui, très rapidement par rapport à ça, je pense vraiment que c'est important, c'est la question de comment on redonne de la valeur au temps de coopération et au temps d'échange, au temps de dialogue. Parce que là où on expérimente, j'ai oublié un petit peu, je ne suis pas rentré tout à l'heure là-dedans, mais finalement les entreprises où ça prend et où ça marche, et où les managers, la direction et les salariés s'y impliquent, il y a des temps vraiment d'allouer périodiques, alors ça peut être tous les 15 jours, tous les mois, où vraiment voilà, on va discuter des problèmes, on va peut-être même aussi donner davantage de pouvoir à les résoudre soi-même. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Parce que ces temps-là, en fait, sont des temps qui permettent... c'est peut-être du temps qu'on perd tout de suite, mais au final, on s'y retrouve collectivement, y compris collectivement. Il y a du temps dans ta comptabilité, Sylvain, pour ces temps, pour le dialogue, la comptabilité, dans le travail qui fait un peu le coup, disait Johnny tout à l'heure, c'est aussi une valeur. Aujourd'hui, ce qui est un peu... On a des temps dédiés à ça. On a ce qu'on appelle des réunions quotidiennes, mais c'est des réunions plus très, très brèves d'information le matin. On cherche à donner un petit peu plus, dans des proportions encore modérées et modestes, ça. Mais aujourd'hui, tous ces temps-là, si on regarde les standards, en tout cas dans notre pratique, ils seront mis sur les temps, je ne veux pas dire improductifs, mais c'est vrai qu'ils seront considérés aujourd'hui dans des temps non de production. Donc la question, et certaines entreprises le font d'ailleurs, c'est comment on met dans ce qu'on appelle les temps standards, c'est-à-dire dans ce qui fait un petit peu aujourd'hui la loi dans la mesure de la performance, comment est-ce qu'on peut intégrer des temps de façon volontariste en disant il est impératif qu'une journée commence par 5 minutes de réunion et qu'une fois tous les X temps, les personnes d'une équipe puissent se réunir. Et ça doit être partie intégrante de ces temps standards qui servent de base à tous nos calculs budgétaires et tous nos calculs de prix de revient. Mathieu, institutionnaliser ça, les temps de dialogue, on met ça dans le dialogue social, dans les nouveaux standards managériaux ou ailleurs, dans des espaces de discussion flottants, je ne sais pas où. Non, mais je pense que l'institutionnalisation, enfin, je crois que on peut déjà avoir un premier point d'accord tous les trois, c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des dérives possibles d'un certain lean. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. On l'a appelé lean outil, je crois. Bon. Et puis il y a un lean, et Sylvain et Johnny ont beaucoup insisté là-dessus. Vous avez parlé, Sylvain, de lean état d'esprit, etc. On voit bien que là, il s'agit, et Johnny l'a dit, d'investir dans le dialogue sur le travail. On voit bien que c'est difficile, c'est les comptables ont du mal à investir, ou ceux qui calculent les temps standards, etc. Bon. Mais évidemment, si on n'incorpore pas ce temps de dialogue sur le travail dans les standards industriels, évidemment, ça ne marchera pas, quoi. Bon, une fois qu'on a dit ça, moi je suis assez convaincu qu'effectivement, il y a la possibilité d'instrumenter et de mettre en place un bon lean. Il faut voir qu'il ne se mettra pas en place tout seul, quoi. Que c'est pas facile. Il ne suffit pas d'avoir repéré le bon lean pour penser que c'est facile. Il y a plein d'obstacles. On a discuté du premier, je crois que c'est très important, le temps. Si on veut qu'il y ait un bon lean, il va falloir qu'il y ait du temps productif dans lequel les producteurs ne produiront pas, mais porteront ensemble et avec leur management ce regard réflexif, critique, appréciatif sur la façon dont ils travaillent. Bon. On est intervenu récemment, d'ailleurs avec des collègues parisiens dans un grand groupe automobile, pour y conduire, finalement, y alimenter le dialogue sur le travail à travers des méthodes de lean, faire sortir les équipes des lignes, mais c'était déjà
extraordinaire. Il n'y a que depuis nos bureaux nantais qu'on pouvait penser que c'était facile. Hein. Obtenir quelques minutes d'un temps collectif, c'est une bagarre absolument incroyable, alors même que nous étions envoyés par la direction générale qui nous demandait de mettre ça en place. Il a fallu des semaines et des semaines de travail avec le management pour qu'on rentre dans les mœurs cette idée que nous prendrions des choses folles comme 20 minutes, 30 minutes, tous les mois, tous les 15 jours, etc. Donc évidemment, la question du temps est absolument terrible. J'ai un auditeur qui nous dit « Et la question du management, c'est pas facile pour les managers ?» Ben, elle a raison, bingo, deuxième obstacle. On a l'obstacle du temps, on a l'obstacle aussi que le dialogue, ben, c'est pas facile. Ben, c'est difficile, c'est tout bête, hein. Mais se parler précisément, quand on fait du lean, du dialogue sur le travail, on se parle avant tout quand même des difficultés du travail. C'est pas un problème de se parler des difficultés du travail. Le travail est difficulté, c'est ce qui fait l'honneur de chaque homme que de vaincre ses difficultés dans le travail. Mais se parler des difficultés du travail entre collègues, quand de temps en temps on pense qu'une partie des difficultés viennent peut-être de l'autre, et puis se parler du travail, des difficultés du travail devant notre chef, qui peut-être pourrait nous les reprocher, nous dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi je ne te paie pas pour que tu aies des difficultés, apporte-moi des solutions, les problèmes tu les garderas. » Sachant que ce manager à qui je partage mes difficultés, c'est celui qui m'évalue peut-être une fois tous les 6 mois, etc. Donc vous voyez, le dialogue il est dangereux, hein, c'est pas facile, sans médiation comme ça, de parler des difficultés de notre travail. Hein. C'est beaucoup plus pratique de se parler le moins possible, ou à distance, ou dans des réunions descendantes, dans lesquelles il y en a un qui parle et les autres écoutent. Quoi. Et puis, puis surtout, on n'est pas habitué ou pas forcément habitué à parler dans ce genre de cadre des problèmes. Parce qu'il faut accepter, on a une remise en cause quand les gens dans des réunions régulières parlent de tout ce qui ne va pas. Et ils en trouvent plein des choses qui ne vont pas. À juste titre ou dans certains cas de figure, pas forcément justifiés. Mais la plupart du temps, les problématiques qui sont remontées dans les réunions que je peux animer, que ce soit les réunions institutionnelles avec les élus ou les réunions directes, comme j'en fais 2-3 fois par an avec l'ensemble des salariés, les gens remontent des problématiques. Et c'est vrai que d'un point de vue du management, on n'a pas été forcément formé ou formaté à dire oui, il y a un problème, oui, ce problème il existe depuis X temps, et ça c'est aussi la vraie culture du lean, c'est de dire oui, même si ce problème il existe, bah, on ne lâche pas, on ne lâche pas et on va jusqu'à le résoudre. Et c'est d'autant plus difficile, ce que dit Sylvain là, et d'autant plus important que la difficulté, c'est qu'en même temps arrive dans nos organisations tout un tas d'autres innovations managériales, pas mal inspirées de l'Amérique du Nord et de la psychologie positive, qui ne cesse de rappeler qu'il faut créer des moments de positivité dans les organisations, et que finalement les meilleurs moments, c'est quand tout le monde arrête, à la française dit-on, de raconter ses problèmes, et tout le monde se retrouve ensemble pour partager des grands youpi. Voilà. Et bien quand cette culture de la psychologie positive et du youpi obligatoire a complètement envahi le management, ben évidemment on peut encore moins que jamais partager les problèmes, sauf à passer pour un Gaulois récalcitrant ou un Néandertalien, quoi. C'est ce qui est problématique. Il y a je vais passer la parole à Johnny. 2 petites remarques là, sur 2 questions qui sont apparues. Sur l'étude d'Antoine Valère, parle des organisations prenantes, du lean, du taylorisme et du TPE pour faire vite. Juste une précision ici, je crois que la plupart des internautes auront compris que la conception, je me permets de dire nous 4, on porte du lean, c'est une conception très ouverte et très souple. C'est autre chose que la conception outil, pour parler comme Mathieu. Et Sylvain parlait d'organisation apprenante et Johnny d'organisation participante. Donc, la manière dont on parle du lean, si on veut renvoyer aux travaux de Valère, c'est un mélange entre le lean et l'organisation apprenante. Donc, on n'est pas resté dans les typologies, soit d'un chercheur, soit celle de consultant qui voudrait fourguer sa camelote sur les outils. Que disent vos invités entre le lean et l'entreprise libérée? Si on stylise de manière un peu sauvage l'entreprise libérée, dans l'entreprise libérée, il n'y a plus beaucoup de management, puis il y a encore moins de dialogue social. Johnny parlait de l'utilité du dialogue social comme une condition pour avoir un vrai lean ou un lean apprenant, que les deux pouvaient se nourrir mutuellement. Et puis Mathieu parlait beaucoup du rôle du management. Donc l'entreprise libérée, ça se passe ailleurs que là, quoi. Je veux dire, tu n'as plus de manager, tu n'as plus de dialogue social, donc c'est la vision. Donc c'est un autre débat, c'est ailleurs. Il n'y a pas de lien, quoi. On peut en faire de manière artificielle. Il nous reste 10 secondes chacun. Johnny, tu veux dire quelque chose? 10 ou 20 secondes? Alors, 10 secondes, alors très rapidement, je pense qu'effectivement, dialoguer de ce qui ne va pas, ça se fait pas, c'est pas bien. Donc on n'a pas l'habitude du parler vrai. On a
c'est plutôt la tendance à jouer à la patate chaude et à chercher des responsabilités plutôt que de chercher des solutions. Et moi, ça me semble vraiment essentiel d'arriver à faire ça. Et là où on a réussi, le 14 novembre dernier, on avait réussi à réunir 100 participants, dont des chercheurs, des représentants d'entreprises, des représentants de salariés. On a discuté autour de ça et on a eu des démonstrateurs qui sont venus faire la présentation à deux voix. Finalement, ce que ça... Deux voix, c'est-à-dire des RH et syndicalistes. Oui, excuse-moi. Et les freins qu'on avait eus au niveau opérationnel, c'est souvent les représentants du personnel et les managers qui ont la peur de se faire déposséder finalement d'une partie de leur rôle. Et ce qu'il en ressort, c'est que c'est complètement l'inverse, c'est que ça permet tant aux représentants du personnel qu'aux managers de se retrouver à l'aise avec les questions du travail, du terrain, et que l'entreprise, elle s'y retrouve en termes de qualité, d'absentéisme, d'engagement, de taux d'engagement, etc. Et ça, c'est vraiment c'est essentiel. Cette question de l'articulation entre dialogue social et dialogue managérial ou professionnel, on en parlait un petit peu avec Sylvain avant le webinaire, et c'est pas gagné, quoi, encore, disait Sylvain. Tu veux conclure là-dessus ou sur autre chose? Oui, sur ce sujet, c'est un point central. On a avec l'ANACT mis en place, c'est un groupe d'évaluation de changements importants qu'on a mis en place dans les différentes unités de production, une plus grande autonomisation de chacune de ces unités, avec des fonctions avant centrale usine, délocalisées dans chacune de ces unités. Donc ça a changé beaucoup de protocoles de fonctionnement. Voilà, satisfaction, très bonne satisfaction, et on a fait une évaluation avec Julien et son équipe. La question, c'est, et si c'était à refaire? Si c'était à refaire, non seulement je pense qu'on referait, mais on est trop frileux. Finalement, on s'est rendu compte qu'on y a tous été sur la pointe des pieds, nous, côté management, côté direction, parce que, bon, on le fait, parce qu'on a la conviction que c'est important de le faire, mais bon, où est-ce que ça va nous mener? Des augmentations de coefficients, qu'est-ce qui va nous être demandé? Et puis les organisations syndicales qu'on avait en face de nous n'étaient pas forcément non plus rassurées. Encore une fois, on revient à notre question du début, par rapport à tout ce qu'ils pouvaient mettre derrière en disant « vous allez nous en demander plus, vous allez demander plus aux salariés, tout ça de toute façon, c'est encore une fois pour accroître les profits ». Donc on a de l'idéologie aussi, pas forcément d'ailleurs injustifiée dans certains cas, qui vient se télescoper. Donc comment est-ce qu'on est capable de dire « attendez, on ne va pas discuter au moins dans un premier temps de ça, même si ça devra faire l'objet, à certains moments, on parlera coefficient, on parlera reconnaissance, on parlera parcours, mais d'abord parlons effectivement du changement, de en quoi ça amène des évolutions pour les individus, et surtout, quels sont les leviers pour encore améliorer ça, et qu'est-ce qu'on peut dupliquer un petit peu partout dans l'organisation. Et ça, je crois qu'on a été très... je ne sais pas si on peut dire frileux, oui, on a été un peu frileux là-dessus de part et d'autre. Donc si c'était à refaire, oui, on le referait avec l'ANACT, mais peut-être d'une façon beaucoup plus intensive que ce que nous avons fait. Et ça nous donne d'ailleurs des suites. Il faut qu'on redynamise ou qu'on donne, encore une fois, un élan encore plus important à cette démarche. Mathieu, 3 secondes pour répondre à Cécile. Oui, alors, merci Cécile. Merci. Non, peut-être vous partagez une surprise très agréable pour conclure cette émission. On a beaucoup parlé de dialogue. On était parti pour parler de Lean. Je crois qu'on a parlé de Lean d'ailleurs, oui. Mais on a énormément insisté sur finalement un Lean souhaitable, un Lean intéressant. Ce serait un Lean qui accroîtrait les capacités de dialogue à l'intérieur de l'entreprise, dialogue social, dialogue professionnel, les deux en même temps. J'ai l'homme d'entreprise à côté de moi et je me permets de... je vois qu'il a entouré sur ces notes dialoguer en gros. Donc je crois que ça fait une réponse aussi à ce qu'on nous proposait autour de l'entreprise libérée. Mais on voit bien que on n'a pas tellement parlé de libérer l'entreprise, mais on a beaucoup parlé de délibérer dans les entreprises. Voilà, c'est pas tellement de libération, mais de délibération dont on a besoin. Et pour délibérer, il faut qu'il y ait des partenaires. Donc il ne faut ni supprimer les travailleurs opérationnels, ni supprimer les managers qui sont en proximité, ceux qui portent aussi d'autres formes d'intérêt, les enjeux stratégiques, etc. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut organiser, évidemment, le délibérer plutôt que le libérer, sans doute. Bien, donc c'est une invitation à continuer la discussion, on n'a pas terminé. Merci de votre attention, on doit vous quitter. Je vous invite, il y aura d'autres webinaires cette semaine, aujourd'hui d'ailleurs, hein. Il y en a un qui est annoncé à 15h30, donc on a libéré la salle, entreprise libérée d'ailleurs, et participative, quelle piste pour réinventer le management et gagner en performance. Tu aurais pu être invité à celui-là aussi, Mathieu. Sylvain et Johnny aussi d'ailleurs. Hein. On reste alors. Merci Julien. Et voilà, merci de votre attention, je disais, et puis à la prochaine. Merci. Merci à vous, hein, les amis. On clôt. Merci.